Bonjour Rachid. Alors merci de répondre aux questions d'actualité de la communauté de Ribat al-Hikma. Au sommaire de cette vidéo, nous allons aborder les thématiques suivantes. Le Covid et la stratégie marocaine. Nous allons parler du mondialisme et de ses manifestations et de la résistance individuelle et collective. On commence avec la thématique du Covid. Que pensez-vous de la gestion de la pandémie au niveau marocain et quels peuvent être les impacts au niveau politique, économique et psychique? Alors, dans la démarche marocaine, il y a eu le meilleur comme le pire, en fait, comme d'habitude au Maroc. Alors, le meilleur, ça a été la posture courageuse affichée par l'État marocain par rapport à l'usage de la bithérapie, donc qui était un enjeu qui est devenu très rapidement géopolitique, puisqu'on a vu des chefs d'État se positionner pour et d'autres se positionner contre. Donc, l'État marocain a tranché et on a généralisé le traitement contre vent et marée, puisque l'OMS tentait de le discréditer, les médias mainstream. Donc, cela est à saluer. Par contre, après les 2 premiers mois de confinement, qui ne devait pas avoir pour finalité de prétendre de lutter contre la pandémie, mais uniquement de gagner du temps en vue de s'équiper, a été inscrite dans la durée. Et on en a fait très rapidement l'unique démarche, c'est-à-dire une démarche sécuritaire, avec des barrages de police, avec des attestations qu'il faut avoir, avec des amendes, donc dans une logique de la gestion par la peur et par le coercitif. Et donc là, on a dilapidé tout le capital de crédibilité qu'on a acquis au début de la gestion de la pandémie. Et donc on est entré dans un phénomène de mimétisme par rapport aux pays occidentaux qui, en appliquant de manière systématique le confinement et les démarches sécuritaires, finalement n'a fait que ruiner l'économie, déséquilibrer psychiquement les individus qui se retrouvent dans une logique de privation sensorielle. On ne peut plus voir les proches, on ne peut plus voir la famille, on ne peut plus avoir un mode de vie normal, avec des pathologies, des névroses et des psychoses qui vont probablement germer au niveau individuel avant de s'agglutiner à un niveau plus collectif, avec un impact politique avéré. Parce qu'on a une colère qui est de la sous-jacente en raison de la démarche de l'État actuel et en raison de la perte de repères, ce qu'on appelle en sociologie une anomie. Une perte de repères avec une explosion des taux de suicide et avec un coût en termes de mortalité largement supérieur à ce qu'on aurait pu avoir en gérant la pandémie de manière relativement normale. Donc c'est le phénomène de mimétisme qui est devenu très rapidement problématique, car le Maroc, qui est dépassé intellectuellement par les enjeux que l'on va aborder par la suite, qui se cachent derrière cette pandémie entre guillemets, ne fait que suivre formellement ce que font les autres États. Mais il est temps peut-être de situer les débats sur un autre registre en abordant quels sont les enjeux cachés derrière la pandémie et derrière la gestion de la pandémie qui correspond à une logique de mutation du capitalisme que l'on va aborder par la suite. Que penser justement de la stratégie de vaccination? Allons-nous vers une vaccination obligatoire et quels sont les intérêts en jeu derrière cette stratégie? Alors, premièrement, on a tenté de discréditer l'hydroxychloroquine en vue de préparer éventuellement un nouveau marché qui va être celui du vaccin, qui va être produit à des milliards de doses, que les États vont être obligés de commander à coût de commande publique, avec un coût fiscal avéré, puisqu'on nous parle de vaccins gratuits. Il n'y a pas de vaccin gratuit, comme dit Milton Friedman, que j'exècre idéologiquement, mais il lui arrive de dire des choses intelligentes. Il n'y a pas de repas gratuit. Donc quelque part, quand c'est gratuit, c'est tout le monde qui paye, par une logique d'impôt. Dans un pays où l'assiette fiscale est limitée à une minorité de personnes qui respectent la loi, tandis qu'une majorité dans l'informel jouit de privilèges, d'une protection et d'une impunité totale. Donc le vaccin n'est pas gratuit. Là, on est dans le concret, dans l'immédiat. Après, quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est un enjeu financier premièrement. On voit très bien que la plupart des grands laboratoires comme Pfizer, Gilead, etc. sont cotés en bourse, que des effets d'annonce permettent déjà de créer des fluctuations au niveau des marchés qui sont rentabilisés en termes de dividendes. Deuxièmement, il y a une logique peut-être de gestion démographique de la population à travers la vaccination. Je dis peut-être car tout est dit et n'importe quoi est dit par rapport à la question, mais il y a peut-être une logique eugéniste derrière le vaccin. Après, tous les vaccins ne se valent pas. Là, on parle principalement des vaccins occidentaux, notamment américains, qui sont fondés sur une logique de modification génétique, de l'ARN. Par contre, le vaccin chinois s'inscrit plutôt dans une démarche traditionnelle de vaccin avec un adjuvant et avec un virus atténué. Pareil pour Sputnik V. Il s'inscrit dans une démarche standard et d'ailleurs on peut voir déjà une dichotomie entre un vaccin porté par le privé, par la Big Pharma, par les multinationales et de l'autre côté des vaccins produits par des États. Dans le cas de la Chine, alors à travers Sinopharm, mais tout est État en Chine en réalité derrière, et par l'État russe.
Et le bras de fer est également à l'intérieur du monde des vaccins. Donc ce n'est pas un bloc monolithique, ce n'est pas un vaccin qui est proposé à l'humanité, mais c'est un bras de fer qui s'opère entre une médecine pratiquée encore dans un contexte étatique avec une logique de recherche fondamentale, avec une logique de progrès au sens noble du terme, et de l'autre côté une logique financière, marchande, le règne de la marchandise ou le règne de la quantité pour reprendre Guénon, qui régit l'autre manière de penser le vaccin. Et malheureusement, c'est elle qui va prédominer à l'échelle planétaire. Donc il y a différents enjeux. Il y a un enjeu économique majeur, il y a un enjeu eugéniste probablement derrière les vaccins occidentaux, et puis il y a une logique de contrôle des corps. Parce qu'on voit très bien que ce qui est en train d'être préparé, c'est d'obliger les gens à faire le vaccin, soit directement par décret, par la loi, soit indirectement en pourrissant la vie des gens pour les amener à supplier pour avoir le vaccin, pour retrouver une vie normale. Mais le problème du vaccin, c'est qu'il va constituer un précédent. C'est quelque chose qui va avoir lieu et qui va servir de base par la suite à obliger les gens à faire autre chose que le vaccin. Mais il faut commencer par le vaccin parce que c'est le plus crédible, vu le climat de terreur que l'on a créé médiatiquement autour du coronavirus, mais qui va par la suite peut-être servir à implanter des puces électroniques au niveau des corps pour pouvoir contrôler les mouvements, ce qui est déjà le cas avec nos smartphones. Mais c'est quand même, on peut l'éteindre. Une puce implantée dans le corps, on ne peut pas l'éteindre. Mais c'est la dimension de précédent quasiment juridique que représente le vaccin qui me pose énormément de problèmes, beaucoup plus que la démarche sanitaire ou du danger du vaccin qui me paraît largement inférieur par rapport au danger de régression en termes de droit et d'autonomie, parce que j'aime pas le mot liberté, en termes d'autonomie des individus. Une autonomie qui va être violée par l'État, par les différents États, à travers le vaccin, un viol qui va préparer d'autres viols par la suite. Et donc on sera les complices malgré nous. On n'a pas de choix. Après, il ne faut pas en vouloir aux gens. Je veux dire, les gens sont mis dans un contexte où ils sont privés des droits les plus fondamentaux si jamais ils ne se vaccinent pas. Un employeur peut licencier des gens s'ils ne sont pas vaccinés et il aura la loi de son côté parce qu'ils partiront de l'idée que le salarié est dans l'obligation légale de ne pas mettre en danger ses collègues. Et comme le coronavirus est considéré comme une pandémie mortelle, à la limite comme la peste noire, et des gens pourraient perdre leur job, pourraient ne pas pouvoir quitter leur ville, ne pas pouvoir inscrire leurs enfants à l'école. Donc en fait, c'est une obligation de fait, en réalité. Le Covid est-il le dévoilement du mondialisme? Mais avant ça, est-ce que vous pouvez définir en quelques mots qu'est-ce que le mondialisme? Alors, pour le détail, je recommande aux gens d'aller lire les travaux de Pierre Hillard, qui est l'expert en la question, ou au moins d'aller voir les longues conférences présentes sur Internet, où il décortique la genèse de ce mouvement idéologique, de ce paradigme, de cette structure mentale, dans la finalité de tendre vers une homogénéisation du monde en termes de mode de vie, en termes de gestion politique, à travers la mise en place graduelle, étape par étape, petit à petit, sur des siècles, d'une forme de gouvernement mondial incarnée par une aristocratie financière, qui va profiter de la maîtrise de la technique. On a vu le délire de Laurent Alexandre qui parle des dieux, tel qu'évoqué par Hariri, dans Homo Deus, et avec en bas une forme de masse amorphe, constituée d'esclaves qui seront obligés de se prostituer dans le salariat, voire même en dehors du salariat avec l'ubérisation, dans un schéma de fragmentation, au profit de cette minorité-là, qui en même temps est portée par un délire messianique, mais un messianisme inversé en réalité, où il s'agit de faire advenir symboliquement le règne de l'Antéchrist et pas celui du Christ, et de l'autre côté avec toute une périphérie pédocriminelle, voire pédosataniste, si on comprend bien ce que veut dire le mot sataniste et pas la caricature. C'est le projet globalement. Alors symboliquement, il a déjà eu lieu. Historiquement, ça n'a jamais eu lieu. Symboliquement, ça a eu lieu avec le mythe de Babel. Le mythe de Babel que l'on trouve dans l'Ancien Testament traduit une forme de prospective biblique par rapport à ce qui risque d'advenir historiquement. C'est-à-dire une humanité qui, par un phénomène de convergence, finira par nourrir un délire qui tend à défier Dieu, non pas en tant qu'être suprême, mais en tant qu'ensemble de valeurs et ensemble de normes qui permettent de fonder une humanité harmonieuse, apaisée, conforme à sa nature. Et la leçon que nous apprend le mythe de Babel, c'est que la punition de Dieu en dispersant l'humanité en différents peuples à travers différentes langues n'est en réalité pas une punition, mais le retour à un ordre naturel qui est celui de la diversité des peuples, des civilisations, des cultures, des logiciels culturels et des imaginaires. Donc aujourd'hui, on est en train de détruire les imaginaires des cultures et des peuples pour le remplacer par un imaginaire marchand, par un imaginaire, je dirais même pas bourgeois, mais par un imaginaire qui nous ramène littéralement, même pas à une échelle animalière, mais à une échelle anti-humaine, littéralement, dans un schéma de fragmentation, d'anomie, que l'on prépare par le télétravail, par les limites de déplacement des gens, par les limites de la parole. Comme disait Orwell, d'ailleurs là vous pouvez lire 1984 avec la question de la novlangue, ce qu'Orwell a compris, c'est que les limites de notre pensée sont tracées par les limites de notre langage.
On voit très bien qu'il y a eu une dynamique ces dernières décennies d'archaïsation du langage par une forme de novlangue populaire, mais qui n'est pas populaire, qui est antipopulaire, avec des anglicismes, avec de nouveaux mots inventés qui ne veulent rien dire, à travers les émoticônes. Aujourd'hui, les gens communiquent. Il faut comprendre ce que veut dire l'émoticône. L'émoticône, c'est un pictogramme. C'est les premiers tâtonnements du langage de l'humanité. L'homme des cavernes, quand tu voulais parler d'un taureau, il dessinait un taureau. D'accord. On a inventé entre-temps l'abstrait du signe, de l'alphabet, qui permet d'invoquer des réalités qui ne sont pas là présentes matériellement. Et donc on a quitté le monde de l'image, le monde de la vidéosphère pour intégrer le monde de la graphosphère, de l'écriture, qui était un saut qualitatif important. Aujourd'hui, on est en train de nous ramener au pictogramme, en réalité. Ce qui est une atrophie du langage et une atrophie de la pensée. Et tuer le langage, c'est tuer toute capacité de radicalité, de contestation du mondialisme et de toutes ces déclinaisons économiques, culturelles, politiques, à travers différentes ONG, différentes chaînes, différents relais de propagande. Très intéressant. Alors, que pensez-vous des théories du complot auxquelles le réel tend à donner graduellement raison? Alors là, je vais être un peu nuancé. Alors, vous savez, si je vous dis de deviner à quel chiffre je pense, et si je vous dis que le chiffre se trouve entre 1 et 10, il vous suffit de me dire tous les chiffres et vous tombez sur le bon. 2, 3, 4, 7, 8, 9, et vous tombez forcément sur le bon. Donc, les théories du complot, c'est un ensemble de tâtonnements qui tend à rendre intelligible une partie du réel qui n'est pas palpable, qui n'est pas sensible, qui n'est pas visible immédiatement. Et donc on peut établir une stratification des théories du complot. Donc il y a effectivement des théories du complot qui sont discréditantes, qui portent atteinte aux autres théories qui font un vrai travail intellectuel, c'est notamment les reptiliens et tout le délire autour de cette question-là, qui est une économie de la pensée en réalité, une pensée clé en main, une pensée fataliste, une pensée qui paralyse les gens dans leur radicalité. Mais après, quand on remonte les strates au niveau de théories du complot, on va vers des théories qui sont qualifiées de complot, mais qui ne sont pas des théories du complot, qui sont des analyses pertinentes, pointues, critiques, travaillées. Par exemple, Pierre Hillard, ce n'est pas du complot. Pierre Hillard, c'est un travail d'archives, de recherche, de méditation d'un certain nombre de grandes questions qui aboutit à une œuvre. Et donc là, ce n'est pas une théorie du complot, c'est une théorie qualifiée de complot par les gens qui ne veulent pas lui porter la contradiction, car ils savent qu'elle contient une part de vérité que l'on peut difficilement discréditer. Il n'y a pas Pierre Hillard, il y a Alain Soral, il y en a plein qui ont fait le boulot bien avant. Donc il ne faut pas tomber dans le piège d'assumer l'anathème du complot. Non, nous ne défendons pas les théories du complot, nous défendons des critiques radicales et pertinentes de l'ordre établi et des lois invisibles qui régissent l'ordre établi. Tandis que des complotistes, les vrais complotistes, qui sont au niveau de la forme contingente de l'histoire, qui ne vont pas chercher les lois invisibles qui régissent l'ordre marchand et son mouvement historique, ceux-là sont les meilleurs alliés du système et de l'ordre établi. Car ils sont utilisés comme moyen pour discréditer des gens sérieux qui font un vrai travail intellectuel de critique radicale. Marx n'est pas complotiste, Gramsci n'est pas complotiste. Pierre Hillard, Alain Soral, tous ne sont pas complotistes. C'est des gens qui font un travail intellectuel, qui peuvent se tromper avec une marge d'erreur, mais qui ont une démarche méthodique. Et méthodos en grec, c'est-à-dire le chemin. C'est le chemin qui mène vers une vérité donnée. Donc il ne faut pas tout mettre dans le même sac. Vous prêchez un convaincu. Je vais quand même vous poser la question directement. Est-ce que vous êtes complotiste? Je le suis pour beaucoup. Beaucoup me voient comme un complotiste, oui, de ce point de vue. Mais profondément, je ne me définis pas comme un complotiste. Ça ne veut pas dire que j'évacue la question du complot. L'histoire est parsemée de complots, mais les complots ne font pas l'histoire. Mais l'histoire engendre des complots comme des moyens de dépasser des contradictions historiques par rapport à l'évolution d'un mode de production, d'un paradigme ou d'une idéologie. Donc il y a des complots, il est intéressant de les analyser, de les voir en profondeur, mais ils ne font pas l'histoire. Ils sont des moyens de dépasser des blocages historiques. Donc si on comprend cette logique-là, on peut de manière apaisée aller étudier les complots, mais sans réduire toute l'histoire au complot. La dynamique du mondialisme est-elle irréversible? Oui, pour beaucoup. Alors si on lit René Guénon, on comprend très bien qu'il y a un cycle de dégénérescence, l'âge de fer en quelque sorte, ou le Kali Yuga, qu'on ne peut pas arrêter. Alors par contre, René Guénon parle de redressement. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de faire un léger marche arrière pour renouer avec les valeurs traditionnelles de manière limitée dans le temps avant de ressombrer dans le cycle qui est irréversible. Le Moyen-Âge pour Guénon, c'est en réalité l'âge des Lumières. C'est pas ce qui va suivre par la suite qui va être l'âge des ténèbres en réalité. Voltaire, c'est les ténèbres. Le Moyen-Âge, c'est les Lumières. Mais ça ne peut pas durer car la genèse de la modernité ou la proto-modernité finit comme l'eau par se frayer des chemins et faire éclater la structure de redressement pour continuer sa marche en avant, une marche irrésistible. Parce que la modernité, je ne la situe pas à partir du 15e ou du 16e. Pour moi, elle est ancrée dans l'humanité
en tout cas partiellement, on pourra l'aborder par la suite, et elle se déploie sur des siècles et des siècles. Et ça s'appelait pas modernité, ça s'appelait autre chose, mais elle a fini par aboutir à la modernité contemporaine, qui est l'âge d'or du mondialisme en quelque sorte, où le mondialisme se retrouve pleinement parce qu'il a entre les mains tous les instruments dont il ne pouvait pas rêver il y a quelques milliers d'années ou il y a quelques siècles, pour accélérer la marche de l'histoire vers une direction donnée qui n'est pas celle de ceux qui défendent la tradition. Donc il y a un côté irréversible contre lequel on ne peut pas lutter. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut composer avec. Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser corrompre. On peut individuellement et même collectivement à l'échelle de petites communautés essayer soit d'avoir un nouvel âge de redressement pour nos enfants, pour les générations actuelles, soit tout simplement de préserver le salut de notre âme dans un milieu intégralement corrompu où il est très compliqué juste de rester fidèle à soi-même. On a l'autre expérience de Julius Evola où il y a eu deux Julius Evola. Il y a le Julius Evola jeune, narcissique, qui veut se révolter contre la modernité. D'ailleurs, son livre célèbre, c'est Révolte contre le monde moderne. Mais très rapidement, avec l'âge, il a fini par rejoindre Guénon. Il a écrit Chevaucher le tigre. Donc quand même, on a un feu qualitatif entre se révolter contre la modernité et chevaucher un tigre le temps qu'il se fatigue. Parce qu'en chevauchant le tigre, on ne peut pas être une proie en réalité du tigre. Et puis dans Chevaucher le tigre, dont je recommande la lecture, il parle des veilleurs de nuit. Alors les veilleurs de nuit, c'était des gens qui au Moyen-Âge, dans les villages et dans les petites villes, ne dormaient pas la nuit pour surveiller d'éventuels incendies, parce qu'à l'époque on utilisait le feu, les bougies. Et donc c'est des gens qui n'entendent pas incarner une alternative à la modernité, mais qui entendent préserver les gens qui veulent se préserver de la modernité. Donc c'est des gens qui détiennent encore un savoir ancestral, celui de la tradition primordiale, et qui sont un peu les gardiens du temple, pour que à la fin du cycle, quand on va entamer un nouveau cycle d'or, on aura le point de départ pour commencer, on aura préservé la flamme de la tradition. Donc c'est irréversible, oui, à une échelle globale, à une échelle paradigmatique, mais ça ne l'est pas à une échelle individuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2020, on peut faire le choix de vivre au Moyen-Âge, à son échelle individuelle. C'est-à-dire de continuer d'incarner, de défendre des valeurs traditionnelles, au niveau individuel. On peut recréer à l'échelle de petites communautés, alors pas le Moyen-Âge dans la forme historique, ou d'un forme contingente, il ne s'agit pas d'inventer des armures avec des épées, etc., mais d'incarner le Moyen-Âge musulman, le Moyen-Âge chrétien, du point de vue des valeurs, du point de vue du logos, du point de vue du rapport au monde, de la vision du monde. Donc ça, on peut encore l'incarner individuellement. Donc on est contemporain de la modernité, mais on n'est pas obligé d'être moderne. Donc on peut passer comme des clandestins dans la modernité, mais en vivant dans une autre époque, ce qu'on appelle une synchronie. Alors, on n'est pas dans une logique diachronique, où un paradigme est venu rendre révolu le paradigme qui l'a précédé, ou est venu le liquider intégralement, mais on est dans une logique de synchronie, où on peut, tout en vivant dans une contemporanéité avec la modernité, habiter dans une autre époque du point de vue des valeurs et survivre à la modernité. Très bien. Donc tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu si on ne se trompe pas d'objectif. Si l'objectif étant de provoquer un effondrement de la modernité en tant qu'ordre, en tant que mouvement de déconstruction permanent et en tant qu'imaginaire, je pense que la bataille est perdue d'avance. Il ne faut pas se tromper de bataille. La bataille aujourd'hui n'est pas d'entamer une révolte contre le monde moderne, mais d'entamer une survie dans le monde moderne, à une échelle individuelle, à une échelle collective. Ce qui n'empêche pas des luttes politiques pour freiner. Plus on freine la dégénérescence, mieux c'est. Mais ça ne doit pas être l'objectif ultime. Alors du coup, où puiser les ressources pour y résister collectivement et individuellement? Ça passe par une redécouverte de soi. Il y a une âme des peuples, chaque peuple a une âme qui pendant des siècles était latente, c'est-à-dire qu'elle n'était pas réfléchie, qu'elle n'était pas conceptualisée, parce que la conceptualisation est plutôt le propre de la modernité, mais qui était vécue par d'autres canaux, pas par le logos uniquement, mais par le mythos également. Donc le monde des mythes, le monde des symboles, le monde des croyances était ce qui permettait à notre âme collective d'avoir une existence en dehors du corps dans le monde qui nous environne. Or le problème, c'est que la modernité, qui est une forme de lessive symbolique, une forme de destruction symbolique, c'est un peu Attila qui passe par là, a fini par liquider tout l'univers symbolique qui nous entourait, qui avait un ancrage pluricentenaire, voire plurimillénaire, qui correspondait aux archétypes que l'on porte dans notre inconscient collectif, et qui ont fini par créer un environnement propice à la névrose. Parce qu'effectivement, nos archétypes, s'ils n'arrivent pas à trouver en dehors de notre inconscient collectif les canaux d'expression que sont les mythes, les symboles et les croyances, ils finissent par déborder énergétiquement, Jung l'explique très bien, à l'intérieur des corps individuels, et ça finit par créer des pathologies.
Jamais dans l'histoire de l'humanité on a autant consommé de psychotropes ou de traitements. Il n'y a jamais eu autant de dépression, il n'y a jamais eu autant de psychose, il n'y a jamais eu autant de maladies psychiques. Le monde est malade psychiquement et c'est le produit direct de la modernité. Donc pandémie, gestion du Covid, c'est un catalyseur. Mais le mal était là dès le départ. Mais comment s'en extraire, c'est compliqué. C'est-à-dire par le verbe, c'est facile de le dire et de prêcher la bonne parole. Mais dans les faits, c'est une lutte permanente, c'est une lutte quotidienne, une lutte contre la dépression, contre un environnement dépressif, contre une dynamique dépressive. Car la modernité, quand j'en parlais comme étant une proto-modernité tout au long de l'histoire, elle correspond à ce que Gilbert Durand appelle un régime de l'imaginaire. C'est que les peuples et les cultures, globalement, quand on fait un inventaire de tous les mythes et de toutes les structures de mythes, on trouve deux types d'imaginaires qui produisent des mythes. On a un imaginaire nocturne et un imaginaire diurne. L'imaginaire diurne, c'est les mythes de rupture. C'est les mythes où l'on combat les dieux. C'est les mythes ce qu'il appelle schizomorphes, c'est-à-dire qui séparent. C'est les mythes diaboliques, littéralement. Diabolos, ça veut dire ce qui sépare. Symbole, ça veut dire ce qui réunit le contraire. Donc, il y a eu des mythes bien avant la modernité, mais qui ont préparé la modernité. Notamment au niveau de la mythologie grecque, quand on la compare à d'autres traditions monothéistes, on trouve que la figure de Satan, qui est une figure négative, qui est une figure qui incarne l'inversion des valeurs, est présentée dans les mythes du régime diurne, notamment grec, comme étant quelqu'un de bien. Et c'est Prométhée. Prométhée est la figure du diable. Mais dans le mythe diurne, il incarne la figure qui sauve l'humanité, qui aime l'humanité. Donc il y a deux régimes de mythes qui produisent deux structures de mythes. Et donc le régime diurne, c'est un peu la genèse et l'origine et le point de commencement de ce qui va devenir la modernité. La modernité n'est jamais que le mode d'expression contemporain d'un régime de l'imaginaire, de la séparation, de la domination, dont le symbolique est la lance, l'épée, ce qui permet de trancher. Donc aujourd'hui, ça a été la science à une certaine époque qui dit le vrai et qui a évacué le religieux, le mythe, jugé comme étant archaïque, obscurantiste. Aujourd'hui, ça peut être le discours politique qui passe par la dictature sanitaire, qui permet de trancher le vrai et le faux. C'est-à-dire quand Facebook empêche de dire que l'hydroxychloroquine marche, on est dans la réalité schizomorphe. Quand on décréter une réalité qui correspond à une minorité agissante qui veut établir son ordre. Donc nous, on est plutôt du côté du régime diurne, qui correspond du régime nocturne, qui correspond à une démarche mystique, qui correspond à une démarche qui part de l'idée que le réel ne se limite pas à la réalité sensible, mais qui implique également une réalité intelligible, qui est hors du temps, qui n'est pas contingente, qui n'est pas inscrite dans l'histoire, mais qui est inscrite dans l'éternité, et c'est dans ces valeurs éternelles qui constituent des constantes anthropologiques qu'il faut aller puiser les moyens de lutter contre le mondialisme et le monde moderne. Seulement, ces valeurs se déclinent différemment d'une culture à une autre. Chaque culture, les peuples à sa manière. Et donc il faut renouer et défendre la diversité des fonds anthropologiques, la diversité des cultures. Ce qu'Alexandre Dugin propose de faire avec la quatrième théorie politique. La première étant le libéralisme, la deuxième le communisme, la troisième le fascisme et le nazisme. Des trois, il y en a une qui a survécu. C'est le libéralisme qui est hégémonique aujourd'hui, qui est fondé sur la modernité, qui est la modernité pure. Le communisme, c'est de la modernité. Le fascisme, c'est de la modernité. Mais le libéralisme, c'est la modernité à l'état parfait et pur. Donc il faut une quatrième théorie politique qui soit conservatrice, pas réactionnaire. Il ne faut pas tomber dans la caricature de restaurer le passé dans sa forme historique et contingente, mais d'aller puiser dans le passé les valeurs que l'on a perdues dans le monde contemporain pour leur donner une réalité contemporaine. Donc d'où le fait qu'il ne faut pas être anti-moderne, mais il faut être dans la contemporanéité intelligente. C'est-à-dire qu'il va déblayer, un vrai travail d'archéologue, déblayer les valeurs qui ont été enterrées sous les anathèmes de la modernité pour leur redonner vie. Car en réalité, il ne faut pas aller chercher très loin ces valeurs, elles sont en chacun de nous. D'accord. C'est ce qu'on appelle l'inconscient collectif dans une perspective jungienne, c'est ce qu'on appelle l'imaginaire chez Gilbert Durand. Lui, il ne change pas. C'est ce qu'on appelle la structure. Le structuralisme est peut-être révolu au niveau des universités, mais il est pertinent dans le sens où toute société humaine peut être divisée en deux étages. Il y a l'étage profond, invisible, qui est la structure, l'ensemble des normes et des valeurs liées entre elles qui constituent une cohérence civilisationnelle. Et puis au niveau de l'étage supérieur, il y a ce qu'on appelle la syntagme, c'est-à-dire la réalité mouvante, changeante, mais qui n'est jamais que le langage dans lequel s'exprime la structure. Donc la structure ne bouge pas, il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, et aujourd'hui, elle n'a pas bougé. Par contre, qu'est-ce qui a bougé? Son langage, son mode d'expression. Avant, c'était le protestantisme, aujourd'hui, c'est la modernité, demain, ça va être la postmodernité, mais ce qui fonde ce mode d'expression, c'est la même structure. Donc quand on combat le mondialisme, on ne combat pas le mondialisme, mais on combat un imaginaire derrière. On combat un ensemble de valeurs qui existent depuis le mythe babylonien jusqu'à aujourd'hui et qui ne risquent pas de disparaître.
D'où le fait qu'il ne faut pas rester à l'écume des choses, uniquement au niveau du mode d'expression, mais de comprendre quelle est la structure mentale et psychique qui a rendu possible le mondialisme, qui a rendu possible les révolutions en Europe à partir de 1789, qui a rendu possible le protestantisme, qui est une forme de judéisation du christianisme, qui a rendu possible le wahhabisme. Donc il faut combattre des structures et pas le phénomène qui en découle, qui n'est jamais qu'un leurre, qu'une forme de mirage. C'est un peu l'hydre. Vous pouvez couper autant de têtes que vous voulez, ils vont repousser. Donc il faut tuer l'hydre en elle-même et pas combattre des têtes ou combattre des moulins à vent pour prendre. Alors, pour aider dans cette compréhension du monde, il y a beaucoup de livres qu'il faut se donner la peine de lire. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils de lecture? Déjà les fondamentaux, donc René Guénon, alors la crise du monde moderne, c'est un incontournable, mais personnellement je penche plus vers le règne de la quantité. Donc là vous avez la crise du monde moderne, vous avez d'autres ouvrages, mais il faut déjà être un peu initié à René Guénon. Et puis il y a le règne de la quantité, je vais finir par le trouver. Il est enterré, je parlais de déterrer et de dépléyer les valeurs, il faut déjà déterrer les livres. Donc voilà, là on a le règne de la quantité, la crise du monde moderne. Alors pour Julius Evola, Chevaucher le tigre me paraît être le plus rapide, parce que vous allez à la conclusion d'Evola, le dernier Evola, mais il n'est pas inintéressant d'aller lire La révolte contre le monde moderne, même si le livre est un peu, réclame une forme d'initiation, car il peut choquer, il peut perturber, il peut déstabiliser. Après, il y a des contemporains, je veux dire, tout n'est pas rejeté dans le logiciel de la modernité, parce qu'il y a des grilles de lecture que la modernité a produites elle-même comme critique d'elle-même, en quelque sorte. Donc quand on veut aller analyser les fonds anthropologiques des peuples pour comprendre la structure dont j'ai parlé, il y a Carl Gustav Jung, qui est l'antithèse de Freud. Freud, c'est un peu l'esprit de la modernité, c'est la libido, la sexualité qui dicte tout. Jung, c'est beaucoup plus complexe. Jung remonte aux racines de l'inconscient, à la dimension culturelle, à la dimension divine. Jung est un mystique, j'ose le dire et l'affirmer. Et d'ailleurs, il y a une vidéo, un entretien vers la fin de sa vie, on lui a posé la question « Est-ce que vous croyez en Dieu ?» Il dit « Je ne crois pas, je sais ». Qui peut aujourd'hui dire « Il sait ?» Pas en répondant à la question « Est-ce qu'on croit en Dieu ?» Donc Jung, Mircea Eliade, le roumain, qui effectivement a fait tout un travail de mythe-analyse, où il analyse les structures des mythes, à quoi ils correspondent, leur fonctionnalité, leur rapport avec notre imaginaire dans l'inconscient, et Gilbert Durand. Donc c'est un travail de sociologie des profondeurs qu'il faut faire. C'est pas chez Durkheim que vous allez trouver les instruments, c'est pas chez Max Weber, c'est pas chez Bourdieu. Tout cela, c'est l'écume des choses. Mais c'est plutôt en renouant avec la sociologie des profondeurs, la psychologie des profondeurs, que l'on peut comprendre qu'est-ce que l'âme humaine, comment elle articuler, comment la sauver et comment lui redonner vie, aussi bien au niveau de l'âme individuelle qu'au niveau des âmes collectives. Après, au niveau plus contemporain, pour comprendre les enjeux géopolitiques, le jeu des réseaux, ce qu'on appelle la sociologie des réseaux, il y a comprendre l'empire d'Alain Soral, qui est une porte d'entrée, une synthèse très condensée, très prospective, puisque déjà le sous-titre du livre, c'est Demain la gouvernance globale ou la révolte des nations, donc on est en plein dedans, mais également Emmanuel Todd. Alors là, on est dans une strate moins profonde que Gilbert Durand, que Jung ou que Mircea Eliade, ce qu'on appelle le cercle d'Eranos, mais on est dans une lecture des fonds anthropologiques en partant des systèmes familiaux et qui permet de recentrer la famille comme étant l'une des briques, l'un des éléments déterminants de l'identité des peuples, des caractères des peuples et des facteurs rigides qui ne changent pas malgré la modernité et qui résistent à la modernité en profondeur. Donc, il y a différentes lectures à faire, mais c'est déjà une bonne porte d'entrée que d'entrer par la porte de l'âme, Jung, Gilbert Durand, Mircea Eliade, mais également par une porte un peu moins profonde, c'est-à-dire les grilles de lecture anthropologique, notamment avec Emmanuel Todd, ou bien au niveau des réseaux et au niveau de la géopolitique, Pierre Hillard, Alain Soral et d'autres auteurs. Et un livre bien d'actualité, George Orwell. Oui, George Orwell. Alors effectivement, j'ai parlé tout à l'heure de la novlangue. Donc là encore, on est en plein dedans. Donc peut-être qu'il s'est trompé d'une quarantaine d'années. Il aurait dû le nommer 2020. Mais le livre est prospectif, effectivement. Je rappelle aux personnes qui nous regardent que le livre n'a pas été écrit en 1984. Que pour lui, c'était le futur, 1984. Et qu'effectivement, il parle d'un ordre totalitaire, d'un monde articulé autour de 3 grandes sphères totalitaires. Avec Océania, d'ailleurs, il ne s'est pas trompé pour situer l'ordre totalitaire, le plus totalitaire de tous, c'est le monde anglo-américain, avec des noms et des connotations ethniques de noms très particulières. Donc je recommande aux gens d'aller lire le livre et de le lire non pas comme une dystopie ou comme une utopie, mais comme un livre de géopolitique contemporaine en réalité. Merci Rachid et Merci bon courage pour votre combat futur. Merci beaucoup.